T'as dit quoi encore comme... On s'aperçoit qu'effectivement, il y a une très bonne ambiance sur le pôle mécanique. Alors oui, effectivement, bonjour à tous. Nous sommes sur le pôle mécanique d'Alès en compagnie de plusieurs invités. Ces invités, on va les présenter au fur et à mesure. On nous jette des cailloux. Heureusement qu'on a une tente là, parce que là, on risque notre peau. Nous sommes en compagnie de Luc Kostermans. Vous êtes belge et vous vivez en France. Je vous en prie, prenez-lui le micro, parce que ça sera plus simple comme c'est. Vous êtes donc pilote. Un pilote un peu spécial. Pourquoi ? Oui, effectivement, je suis un pilote non-voyant. Non-voyant, alors quand est-ce que vous avez perdu la vue ? Il y a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, et depuis, je n'ai eu que de cesse que de rassembler le monde des déficients visuels et du sport mécanique. Alors c'est vrai que c'est pas courant de rencontrer un pilote non-voyant, et de ce fait, vous êtes le parrain d'une association qui s'appelle Passion et partage, que je parraine, on va dire, perpétuellement depuis de nombreuses années. D'accord, et cette association consiste en ? Donc l'association existe pour mener à bien des projets pour l'enfance handicapée. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est de récolter des fonds tout au cours de ce week-end. Très bien, alors vous étiez déjà pilote avant de perdre la vue ? Alors dans mon jeune temps, oui, il y a très nombreuses années, je fus pilote amateur en rallye et en circuit. D'accord, mais vous n'êtes pas si vieux que ça, vous avez quel âge ? 49 ans. 49 ans, et vous avez perdu la vue il y a combien de temps ? Une dizaine d'années, comme je le disais, D'accord. donc un peu avant 40 ans. Alors, d'aucuns nous ont dit qu'effectivement, vous étiez recordman du monde dans plusieurs spécialités, dans plusieurs domaines. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bien sûr. J'ai aujourd'hui une huitaine de records du monde dans diverses activités, donc diverses disciplines. Avion, bateau, quad et voiture. D'accord, alors, ne bougez pas, je vais descendre un peu votre micro, comme ça sera mieux. Oui. Le micro ne sera pas devant votre visage, ça sera mieux pour les prises de vue. Alors, derrière ça, c'est quoi votre maillon déclencheur pour reprendre le volant en étant non-voyant ? Le maillon déclencheur, simplement, avant de perdre la vue, je suis à Paris et puis un soir je vais au cinéma et je vois un film extrêmement populaire qui s'appelle Michel Vaillant. À un moment donné, Sagamore Stevenin, qui tient le rôle titre de Michel Vaillant, annonce à sa compagne qu'il est capable de faire le tour du circuit des 24 heures du Mans, les yeux bandés. Donc elle lui cache les yeux avec ses mains, elle lui annonce les virages à 100 mètres et ils font le tour du circuit. Alors, Michel Vaillant, c'est bien un film sur les pilotes. Oui, bien sûr. Voilà, Michel Vaillant, c'est venu, je vais dire, de la bande dessinée de Jean Graton. Donc, ça raconte l'histoire d'un pilote automobile, d'une entreprise qui s'appelle Vaillant et Frères. Voilà, donc c'est l'histoire de l'automobile en général. Et donc, en rentrant le soir à l'hôtel, je repense à ces images et je me dis, c'est du cinéma. C'est bien monté, c'est bien filmé, c'est assez sympathique, c'est populaire. Par contre, quand je perds la vue chez moi, je repense aussi à ces images et je me dis que là, il y a peut-être quelque chose à faire en tant que non-voyant, de rapprocher bien sûr le monde des non-voyants du monde du sport mécanique. D'accord, donc simplement en ayant vu un film, vous avez eu un déclic. Là, c'est le déclic. Alors comment vous êtes... Alors oui, on peut dire qu'un film vous donne l'envie de conduire, l'envie de vous dire c'est possible, mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Non, pas du tout. Donc on est obligé bien évidemment de rencontrer un certain nombre de personnes. Je n'ai eu de cesse que de rencontrer des gens intéressés par notre initiative et notre enthousiasme. Et donc nous avons mis au point une forme de langage basé sur mes notes de rallye pour pouvoir nous déplacer d'une façon extrêmement efficace et précise. Alors sur votre gauche, vous avez votre copilote qui s'appelle Yannick Giraud. Voilà, mon copilote et ami Yannick Giraud, avec qui nous roulons, qui est mes yeux à l'extérieur pour voir, afin que nous puissions fonctionner dans un binôme tout à fait parfait. Donc en fin de compte, ce n'est pas spécialement la tête et les jambes, mais ce serait plutôt les yeux et... Mais grâce aux yeux de Yannick et à son courage d'être à mes côtés, je vais dire... il faut du courage, Yannick, pour être avec lui ? Non, il faut un peu d'entraînement, il faut une bonne connaissance entre nous, une bonne relation, et puis une amitié, et puis envie de vouloir le faire aussi. Voilà. D'accord. Alors si ce que vous m'aviez dit hors caméra, vous êtes aussi moniteur d'auto-école. Exactement, oui. Donc vous avez l'habitude d'enseigner. Ouais, on a l'habitude de guider, de donner des directions, de guider pour faire des choses, de donner plus ou moins des ordres pour aider, etc. Est-ce que c'est un bon élève ?
Oui, c'est un bon élève. Ouais. J'en profite, hein, parce que là, vu que pour être habillé pour l'hiver, hein, voilà, c'est ça. Donc, alors, comment devient-on pilote? Est-ce que vous avez suivi une méthode? Est-ce qu'il existait une méthode pour pouvoir être pilote non-voyant avec un copilote à côté? Non, il n'existe pas de méthode, on y a réfléchi. Moi, je me suis lancé dans cette expérience, cette aventure en 2006. Avec un autre copilote qui s'appelle Guillaume Roman. Et puis nous avons réfléchi longuement sur le système à adopter au niveau du langage. Nous l'avons mis au point par rapport à mes notes de rallye que j'utilisais précédemment. Et donc nous avons décidé de créer un système par rapport à le cadran d'une horloge sur le volant. Ça veut dire par exemple quand Yannick me dit droite 5, j'incline le volant à 1 heure, droite 10 à 2 heures, gauche 5 à 11 heures, ou gauche 10, j'incline le volant à 10 heures. Après, il y a des notions d'accélération, de freinage, de distance, voilà. Et ça nous permet d'être extrêmement efficace sur la piste. Alors, vous dites le nombre de kilomètres/heure quand il faut ralentir ou non, accélérer? Non, pas du tout. Non. On freine au tempo. Ça veut dire que Vous avez la musique? Yannick me donne un point de début de freinage et il décompte jusqu'au moment où on doit s'arrêter, où on doit tourner. Donc si on est dans le bon tempo du freinage, il décompte à la seconde. Si je freine trop fort, le point de virage va arriver très lentement, donc il va décompter très lentement. Si je freine pas assez fort, le point de virage va arriver très vite, donc il va s'accélérer sur le décompte. Il vous faut combien de temps pour arriver à cette synchronisation entre vous deux comme ça? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Ah, il faut plusieurs centaines de kilomètres. Hein. Ouais. C'est ça, hein? Quelques kilomètres. On s'entraîne pas souvent, mais on s'entraîne régulièrement. Et il faut tourner quand même, je sais pas, on a dû faire cumuler entre 600 et 800 km facile. Oui, facilement, bien sûr. D'accord. Droite 5, droite 10, axe, droite 5, droite 10, droite 15, droite 10, droite 15, axe, droite 5, axe, gauche, virage, freinage, 5, 4, droite 2, 1, droite 5, axe, droite 5, droite 10, axe. Alors, à quelle vitesse vous roulez sur le circuit du pôle mécanique quand vous avez fait votre tour là, avec les caméras embarquées Alors, moi n'ayant pas la vue, je ne peux pas vous répondre. Je vais laisser le soin à mon copilote. C'est de l'humour toujours, donc l'humour est omniprésent, d'accord. En fait, on est entre 130 et 140 en bout de ligne droite. Ah, quand même. Voilà. La ligne droite est assez courte, hein, elle fait 330 mètres. Hein. D'accord. Pas trop peur? Non. Bah non. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, ok, vous roulez, mais vous êtes sur quel type de voiture? C'est une voiture préparée spécialement pour les non-voyants? Est-ce que c'est une voiture normale? Oui, c'est une voiture tout à fait normale. C'est une Renault Mégane RS de 260. Ouais, une Renault Mégane RS de 265 chevaux. Donc c'est une voiture de série qui peut bien sûr éventuellement faire de la piste, mais c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tous les jours. D'accord. Il faut noter quand même que 265 chevaux, ça reste quand même une voiture extrêmement puissante. Oui, j'ai bien compris, mais c'est pour ça que j'ai pas relevé parce que on n'a pas ce genre de voiture. Mais vous n'avez pas le droit de rouler en ville avec une voiture comme ça? Oui, bien sûr. Si, on doit rouler en route avec ça, ouais, bien sûr. Pas dépasser la vitesse. Ah bah ouais, après il faut respecter les limitations de vitesse, ouais, bien sûr. Il y a 7 points sur le permis. Donc si j'ai bien compris, vous êtes un petit peu un précurseur dans ce... Luc, vous êtes un peu le précurseur dans le monde des non-voyants et du sport automobile. Vous avez rapproché un petit peu de mondes différents. Oui, alors il y avait déjà des non-voyants à travers la planète qui s'étaient aiguisés à l'automobile, bien évidemment. Il existait par exemple en 2006 un record du monde de Mike Newman, qui est un Anglais, avec une BMW M5 à 265 km/h. Alors c'était fait un petit peu de briques et de broc parce que les choses n'étaient pas très bien établies, pas très bien structurées. Maintenant, je me suis inspiré un petit peu de ce qu'il faisait pour mieux structurer les choses, pour pouvoir être beaucoup plus efficace et tenter de battre son record. D'accord. Alors justement, à propos de records, vous avez plusieurs records. Vous m'avez dit hors caméra que vous étiez le premier non-voyant à franchir les 300 km/h seul. Non, pas seul. Non, pas seul. Non, pas seul. En effet, en 2008... Je me suis trompé dans mes notes.
En effet, en 2008, sur la piste de la base aérienne dans les Bouches-du-Rhône, à bord d'une Lamborghini Gallardo avec Guillaume Roman comme copilote, nous avons franchi les 300 km/h et nous avons ramené le record du monde de vitesse pour un non-voyant à 308 km/h, 780 en France. Sur les 780 sont très importants, vous avez remarqué. Hein. Donc, bravo, félicitations. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Alors, vous participez, oui, effectivement, à une action caritative au pôle mécanique pour l'association pour aider des enfants handicapés. Participez-vous souvent à des associations pour les enfants handicapés ou est-ce que vous revenez régulièrement, de toute façon, à chaque fois pour cette association? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, je parraine depuis plusieurs années l'association Passion et Partage et chaque année, ils ont la gentillesse de m'inviter ici au pôle mécanique. Alors maintenant, ça fait 2-3 ans qu'ils me laissent la possibilité de pouvoir rouler sur le circuit afin de démontrer devant le public que bien copiloté, un non-voyant peut rouler des fois même très très vite. À notre droite, on a Yves Tourvieille, qui est le secrétaire de l'association Passion et Partage. Passion et Partage, qui est une association de loi 1901. Oui, et reconnue d'utilité publique maintenant. Reconnue d'utilité publique, très bien. Alors, l'objet de cette association, c'est l'aide. L'aide à l'enfance handicapée. Je veux juste dire une chose à Luc, retiens la date, 28 et 29 novembre 2015, on est à nouveau ici, ensemble. C'est noté, mon cher Yves, merci pour ton invitation. Formidable, c'est du direct. Et donc, vous êtes une association locale? Oui, tout à fait. Alors, dans le Gard? Locale dans le Gard et une partie dans le Vaucluse, puisqu'on est plusieurs clubs rotariens. Et c'est l'idée de notre président fondateur, Olivier Agasse, qui malheureusement est décédé accidentellement il y a quelques années, mais qui avait eu cette idée d'associer l'automobile, la passion de l'automobile et le handicap. Et c'est son projet que l'on a soutenu et qui soutient énormément de projets au niveau des aides sur la région, puisque sur 30 projets, on a récolté en 12 ans 300 000 euros. D'accord. Voilà, ça donne une idée un petit peu de... Super travail. Chaque année, on est environ 80 bénévoles à œuvrer pour pouvoir donc... Et vous organisez combien de manifestations par an? On organise 2 manifestations par an, une en général au mois de novembre, toujours fin novembre ou début novembre, fin novembre. Cette manifestation donc, a pour objet d'associer, comme je vous disais, le sport automobile et donc le handicap. On loue le pôle mécanique, on loue le pôle mécanique, les pilotes prennent un engagement, ils viennent sur le pôle, ils font des tours de piste. On leur demande à un moment donné de prendre des gens qui sont des personnes qui ont acheté des baptêmes de piste. Et puis voilà, c'est tout cet argent qui fait qu'on peut financer ces projets.
Donc Luc, on revient aussi un peu vers vous parce qu'en fin de compte, vous aviez parmi tous les records, est-ce que c'est le moyen aussi de battre un record de vitesse aujourd'hui? Alors non, on ne parle pas de record de vitesse parce qu'on ne franchit pas les 300 km/h ici sur ce circuit. La ligne droite est un peu trop courte, même la parabolique ne nous permet pas de pouvoir atteindre ce type de vitesse. Par contre, moi j'ai un petit challenge personnel, je vais dire, parce que en 2007, Olivier Agas, le président fondateur, m'avait invité pour rouler sur une voiture de compète qui était une midget. Et après plusieurs tours, après avoir appris la piste et mis au point les notes, j'avais réussi à rouler en 1,58. Depuis, le circuit a été un peu modifié. Il y a un escargot en plus de 100 mètres de piste supplémentaire. Et puis, avec la Mégane RS de Yannick l'année dernière, nous avons réussi, même par conditions humides, à rouler en 1,56. Alors que la piste était plus longue, plus compliquée. Enfin bon, voilà. Donc, j'étais assez heureux de pouvoir, à un moment donné, se mettre ce target. Et puis aujourd'hui, nous venons de rouler parce qu'il y a quelques minutes, on était en piste. Oui. Et je viens de recevoir, il y a 2 minutes, le chrono qui est tombé. Donc on a réussi à tourner en 1,52 avec Yannick. Bravo. Donc Bravo. nous avons encore amélioré, Bien. je vais dire, Super. notre Bravo. record au tour. Ah ouais, super. Formidable, donc record battu. Oui, record ici au pôle, quoi. Oui, Donc, oui. Non, c'est très bien. Donc félicitations. Allez, c'est toi qui m'en donnes. Ouais, tu l'installes. Tu l'installes, il arrive. Ouais, d'accord. Hein Tu peux l'avancer un peu ou pas bien. D'accord. Mademoiselle Émilie. Ah oui, pour lui aussi, hein, bien sûr, Yannick. Petite question encore, Luc. Est-ce que vous avez roulé sur le circuit avec votre famille? Et comment votre famille a ressenti un peu la sensation de vous retrouver au volant d'une voiture? Alors vous voulez faire allusion à Oui, un challenge que je me suis oui. aussi fixé Oui. en 2009. Absolument. Ça veut dire qu'avec la société d'Automobile Induc qui est basée à Gennevilliers, grâce à un véhicule robotisé sur lequel moi j'ai pu récupérer le volant, le pédalier et la boîte de vitesse. Ce véhicule était muni d'une centrale inertielle avec un GPS précis au centimètre près, avec de l'informatique embarquée, des algorithmes dédiés et une synthèse vocale qui me donnait une information par seconde. Donc là j'avais un copilote virtuel et j'étais seul au volant. Plus de boulot. Nous avons fait une centaine de tours et les choses se passaient bien sûr de façon admirable. Donc je tiens à préciser que c'est quand même une première mondiale parce que jamais un non-voyant n'avait roulé seul sur un circuit automobile. Il n'y a pas d'image, je pense, non? Si, bien sûr, les images Sont sur Internet. Oui, bien sûr. Sans France citer 3 là. était présent, M6 et bien d'autres médias. Donc voilà. Et puis voilà, c'était bien avant l'initiative de la Google Car. Donc cocorico à la France parce que nos amis français sont capables aujourd'hui avec la technologie à faire des choses et à être précurseurs, je vais dire, en la matière. Ensuite, en fin de journée, mes enfants sont venus me rejoindre avec mon épouse. Oui. Et puis mes filles étaient un peu excitées à l'idée de pouvoir éventuellement retrouver leur papa au volant de la voiture. Elles sont montées à l'arrière de la voiture, mon épouse à côté de moi, pas très rassurée, je vous l'avoue. Oui. Et nous avons fait plusieurs tours de piste. Bien sûr, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est un Renault Scénic civil, donc ça n'a rien à voir avec une voiture de course. Bien sûr, c'est un véhicule qui a beaucoup de roulis, beaucoup de ballons. Donc dans les virages, on avait des vitesses tout à fait simples, je vais dire, pas forcément de vitesse de pointe. Dans la courte ligne droite, on prenait 82 km/h et je pouvais entendre derrière, à travers le casque, ma petite qui disait « Plus vite, papa, plus vite ». Elle avait quel âge? À l'époque, 2009, elle devait avoir 11 ans. D'accord. Donc grande confiance en son papa. Ah oui, bien sûr, et puis très très heureuse toutes les deux de retrouver un papa au volant. C'est génial, hein. Ça c'est une belle histoire. Ça c'est pas mal. Merci. Ah bah, formidable. Yves, Oui. vous avez à votre droite Oui, une charmante femme oui, en fauteuil roulant. absolument. Pouvez-vous nous la présenter? Je confirme. Émilie Chenet. Elle va se présenter, je pense, plus facilement encore que moi. Mais bon, je voulais simplement dire que cette année, on a la chance d'avoir un parrain et une marraine. Et Émilie, donc, quand je lui ai demandé, suite à sa démonstration, parce qu'elle a fait une démonstration de tennis pour me montrer un petit peu comment on jouait dans un fauteuil, eh ben, elle a accepté d'être la marraine donc, de Passion et Partage et je l'en remercie.
Et je pense qu'elle va se présenter encore mieux que moi. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous venez de Cholet Oui, et vous êtes tombé paraplégique à l'âge de 15 ans. 15 ans, 15 comme ça, ans, paf. En 1995, on m'a détecté une maladie congénitale qui m'a rendue paraplégique complète dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu la chance de retrouver un peu la mobilité de mes jambes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de marcher dans la vie de tous les jours et je me déplace tout le temps en fauteuil roulant. D'accord, ce qui ne vous empêche pas de rouler et vous êtes une passionnée du sport. Voilà, j'ai toujours été sportive, donc le sport faisait partie de ma vie avant mes ennuis de santé et c'était une évidence pour moi de continuer le sport après. Très bien, Voilà. alors vous avez quitté la région de Cholet, pas que cette région fût-elle plus belle que le Gard ou le Languedoc-Roussillon, mais vous avez suivi quelqu'un. J'ai rejoint quelqu'un, en tout cas mon entraiteur de tennis. Tennis, parce voilà. que vous êtes spécialisé dans le tennis. Voilà, jusqu'à présent j'étais basketteuse jusqu'à mes 15 ans et puis j'ai touché à la petite balle jaune en 2009 pour la première fois. Et puis voilà, le virus était là et j'ai voulu me consacrer un peu plus de temps, enfin en tout cas consacrer plus de temps à cette discipline-là qui était le tennis handisport. D'accord. Alors, actuellement, votre métier, c'est... Actuellement, je suis assistante sociale à mi-temps et là, à partir du 1er décembre, j'ai pris la décision... Vous avez pris une grande décision. Ouais, d'arrêter de travailler pour me consacrer entièrement à l'objectif qui est Rio 2016. Alors, pouvez-vous préciser qu'est-ce qui se passe à Rio en 2016? Parce que tout le monde ouais, n'est pas au courant. Hein? Oui, Rio 2016, c'est les Jeux paralympiques, enfin Jeux olympiques et Jeux paralympiques qui suivront. Et vous êtes dans un bon peloton de tête, dirons-nous, voilà, pour être sélectionné? La sélection, c'est les 22 premières mondiales qui vont pouvoir participer et aujourd'hui, je suis numéro 24. Voilà, donc il y a 2 petites marches à monter qui ne seront pas les moindres parce qu'il y a du beau monde qui sort du chapeau. Et du coup, tout le monde a envie d'être dans les 22. D'accord. Donc, on vous souhaite en tout cas bon courage. Merci. Je pense qu'il y a effectivement le Rotary Club qui a aidé aussi Émilie. La première fois, c'est effectivement le projet d'Émilie nous a touchés parce qu'on a monté une manifestation qui était un tournoi de golf au profit d'Émilie et avec... toutes les recettes et puis tout ce qu'on a pu obtenir, les fonds qu'on a pu obtenir, on a pu donc financer une partie de son fauteuil de sport. Voilà, ouais. de sport. D'accord. Émilie, vous roulez? Je roule. Vous avez une voiture? Oui. D'accord, c'est une voiture normale qui est adaptée à mon handicap, c'est-à-dire que tout est fait par les mains. D'accord. Donc, alors, je ne conduis pas du tout avec mes pieds. Mais... Le problème, c'est que ça coûte cher, ça. Est-ce que quelqu'un qui est handicapé peut se payer une voiture normale avec tout cette... Il faut savoir qu'aujourd'hui, être une personne handicapée, ça coûte cher, en règle générale. D'accord. Maintenant, l'aménagement de mon véhicule a été pris en charge par le Conseil général. Du Gard? Pas du Gard, mais de Vendée, là où je me situais à l'époque. D'accord, très bien. Et du coup, c'est vrai que tout ce qui est activité sportive demande un surcoût financier. Et c'est là que je me suis adressée au Rotary et je les en remercie. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de les remercier. Et voilà, parce que c'est vrai que ça a un coût d'avoir un fauteuil de sport qui est sur mesure, qui est léger et qui rend le déplacement beaucoup plus facile. Alors, pourquoi le tennis? Parce qu'en fin de compte, vous étiez basketteuse. Et pourquoi avoir choisi le tennis? Pourquoi il y avait vous aviez une prédisposition pour le tennis ou c'était un challenge? Je ne sais pas si j'en avais une prédisposition, pardon, mais en tout cas, malheureusement, c'est un non-choix parce que... Un non-choix? Un non-choix. Quand on est en situation de handicap et qu'on arrive dans une nouvelle ville, on ne choisit pas le sport qu'on va faire. On va d'abord voir ce qui est possible de faire en fonction du handicap. En fonction du handicap et du lieu dans lequel on va moi, habiter. je me situais à l'époque à La Roche-sur-Yon. J'ai posé la question. J'avais la possibilité de faire du tir à l'arc, du tennis et une deuxième, je crois que c'est de la natation. Et je me suis essayée au tennis et voilà, c'est peut-être parce qu'il y avait un non-choix qu'au final je m'y investis peut-être plus, j'en sais rien, mais j'avais jamais touché une balle jaune avant mes soucis de santé et que c'était aussi pour moi l'occasion de tout faire, de tout démarrer, donc sans avoir de repères dans ma vie de valide.
D'accord. Vous avez fait un tour aussi sur la piste aujourd'hui ou pas? Oui, vous entendez, je suis montée avec Yannick tout à l'heure. Vous êtes monté avec Yannick. Voilà. Mais pourquoi vous faites cette tête? C'est pas une expérience. Je lui ai demandé quand est-ce qu'on arrête. D'accord. Mais je crois que j'ai bien serré la poignée de la portière à ma droite. Mais voilà. D'accord. Je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience. Vous avez une appréhension? Oui. Donc les griffes et le cuir qui sont détruits, c'est de ta faute. C'est ça. C'est ça. D'accord. Vous l'avez senti là. Voilà, d'accord, très bien. Ça va? Ça va? Tu peux mettre les pieds sur le truc. Ça, c'est risque bon? rien. Ouais. Ça risque rien? C'est la première fois? C'est la première fois. Ouais. Je suis pas très rassurée. Hein. Ah, on va y aller doucement. Ça va. Faut me dire, hein. Ouais, non, je te dirai. Yves, le prochain événement. Alors le prochain événement, c'est le 7 juin. Nous organisons donc un rallye promenade à partir de Villeneuve-les-Avignon, la magnanerie de Villeneuve-les-Avignon. Et on va faire un tour comme ça d'environ 200 km sur le Luberon. Une année c'est le Luberon, une année c'est l'Ardèche, une année c'est le Gard. On change. Toujours avec le sport automobile. Toujours le sport automobile. Donc, dans le but d'aider absolument, les enfants toujours handicapés. Pour amener des fonds pour la passion et partage et aider l'enfance handicapée. Très bien. Alors, il m'avait parlé aussi d'un projet de petite balle, oui, mais qui n'est pas jaune, qui n'est pas une balle de basket non plus, c'est encore plus petit. Parce qu'il se trouve qu'on a organisé, lorsque Olivier Agace donc, était encore avec nous, des tournois de golf. Et on l'a abandonné pendant quelques temps parce qu'on avait un partenaire malheureusement qui a changé et après on ne retrouvait plus de golf pour pouvoir donc organiser notre compétition. Et là on pense avoir trouvé quelqu'un qui va jouer le jeu. Et donc en 2015 on devra organiser un tournoi de golf, une compétition de golf. Il y a 2 ans, effectivement, nous étions en relation avec un golf sur Saint-Cyprien sur lequel nous avions eu la chance de rencontrer 2 championnes du monde, rien que ça, à savoir Nadège Haït Ibrahim, championne du monde de karaté, et Laura Flessel, la très connue escrimeuse. Voilà, donc effectivement, je pense qu'au niveau du golf, il y aura un message à faire passer. TV Languedoc essaiera de les contacter pour vous les amener, pour essayer peut-être de participer et de les associer à votre aide pour les enfants handicapés. Eh bien, on remercie TV Languedoc parce qu'effectivement, ça peut nous apporter beaucoup. On est juste un maillon, un croisement des gens. Vous êtes formidables. En tout cas, merci beaucoup de vous donner à fond pour les enfants. Nous, on va transmettre tout simplement nos images avec le cœur. On partage effectivement notre passion et on vous le donne aussi. En tout cas, on vous souhaite de bons moments à vous, Luc, Yannick. Merci d'être venu et en tout cas, Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous. C'est bon, c'est parti. C'est parti, ça enregistre partout. Il rentre pas dans la caméra autrement. Non,
c'est l'ego du journaliste. J'adore. Je vais te poser quelques questions. Il a parlé pendant 20 minutes. C'est lui qui a fait les questions et les réponses. Tu commences On y à va prendre parce que ça vaut le coup là. Ouais. On est Ah, mais parti. de toute façon, il y a tout qui tourne là. Ouais, tout qui tourne. Ah mais c'est bon là. C'est le off là. On va t'habiller pour l'hiver. Ouais. Tu vas avoir chaud. Ah bah, c'est pas moi qui dois avoir chaud, c'est de mettre les enfants. Voilà, c'est sur le principe. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Voilà, c'est ça. Tiens, si t'as rien fait, t'es magnifique. Oui. Attends, Il faut arrêter de dire des conneries. on fait un plateau où on le fait pas, hein. Ça va, Émilie? Très bien. Voilà, tout va bien. Yannick? Impeccable, ça va très bien. Luc? Oh, quel menteur. Bon, et Émilie, si tu dis une connerie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il y a des bonnes choses dans le off. Il y a des bonnes choses. Tu parlais de son fauteuil, bien sûr. Ah, voyons. J'espère bien. C'est incroyable. Alors.